Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour notre premier talk à moi et Ayette. Donc il avait un intitulé en anglais, mais le titre qu'on a choisi en français, c'est Sciences et informatique, ensemble brisons les barrières. Alors pourquoi? Parce que dans le milieu informatique, les sciences telles que la physique, la chimie ou encore les mathématiques sont souvent vues comme des domaines lointains, distincts, comme si chacun évoluait de son propre côté, dans son propre couloir de nage. Et cette vision, pour nous, elle minimise les interconnexions qui existent entre ces domaines, voire elle les ignore. Et ce sont justement ces interconnexions qu'on vous propose d'explorer ensemble aujourd'hui au cours d'un petit voyage, afin d'essayer de briser les barrières artificielles entre ces domaines. Après un bref retour historique, nous irons plus dans l'ère contemporaine pour voir quelles sont les innovations qui ont été possibles grâce à ces interconnexions, avant de nous plonger vers le futur et de voir quels défis se présentent à l'informatique et aux sciences de manière générale. Mais avant cela, on vous propose de faire une brève escale afin de retracer nos parcours personnels à moi et à Ayette. Donc moi, c'est Samira Taïbi. J'ai un parcours universitaire dans le domaine de la physique. J'ai fait aussi un peu de communication avant d'entamer une reconversion professionnelle en 2023 dans le domaine de l'informatique. Ça m'a permis de devenir ingénieur Ops chez Decathlon depuis maintenant 1 an. Bonjour, moi c'est Ayati Afsa. J'ai un cursus universitaire axé sur des maths, des statistiques. J'ai enseigné les maths pendant quelques années au lycée, essentiellement au lycée. Après ça, j'ai entamé comme Samira une reconversion en 2023 pour devenir maintenant Ops ingénieur chez Decathlon Digital. Après avoir retracé nos parcours respectifs à moi et Samira, nous vous proposons maintenant de naviguer vers des liens entre l'informatique et les sciences comme la maths et la physique. Mais avant, je voudrais poser une question. Qui d'entre vous pense que l'informatique n'a pas de lien avec les sciences, comme les maths et la physique? Ah, personne, ok. Qui pense le contraire? Ok. Nous, moi et Samira, en arrivant dans l'informatique, on a entendu plein de phrases qui veut dire que l'informatique n'a pas de lien avec les sciences dures. Et on a entendu plein d'idées reçues sur ce sujet-là. C'est pour ça qu'on a choisi de faire ce talk-là. Et parmi les idées reçues qu'on a choisi de vous présenter et d'essayer de déconstruire avec vous, c'est les 3. On a choisi de vous présenter 3. L'informatique, ce n'est pas vraiment de la science. L'informatique n'a pas de lien avec les sciences dures. Et l'informatique est juste un outil dans les sciences. Pour la première, l'informatique n'est pas vraiment de la science. 9%, c'est la croissance annuelle des articles informatiques parmi tous les articles scientifiques. À partir de ce chiffre-là, je pense qu'on ne peut plus dire que l'informatique n'est pas une science, puisque le chiffre il est vraiment significatif. Pour la deuxième, l'informatique n'a pas de lien avec les sciences dures. Sachez que 73% des physiciens et 80% des informaticiens utilisent l'informatique dans leur recherche. Et à partir de ça, on sait que sans l'informatique, ces chercheurs-là ne peuvent pas, leur recherche ne peut pas aboutir sans l'informatique. L'informatique est juste un outil dans les sciences. Les recherches interdisciplinaires ont augmenté de 30% ces 10 dernières années. Donc, on peut imaginer que les chercheurs dans ces 3 disciplines travaillent en étroite collaboration tous les jours pour faire aboutir leurs recherches. Donc, comme vient de le démontrer Ayette en déconstruisant certaines de ces idées reçues, on voit bien que l'interconnexion en réalité entre ces domaines, elle est bien réelle et que les barrières, elles sont artificielles. On n'en a pas toujours l'impression parce que, par exemple, dans le domaine informatique, on ne voit pas forcément la physique qu'il y a derrière ou autre, ou les mathématiques. Mais l'interconnexion, elle est bien réelle. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le développement de modèles mathématiques assez sophistiqués va influencer forcément le développement de nouveaux modèles en informatique qui eux-mêmes vont être réutilisés dans les recherches scientifiques de manière générale, comme la physique. Et aussi, l'utilisation et les tests de ces modèles en physique vont venir être enrichis par d'autres perspectives qui vont à leur tour enrichir les mathématiques et l'informatique. En fait, c'est carrément un comportement symbiotique, on pourrait dire, entre ces différents domaines.
Et cette interconnexion, cette symbiose, elle existe pas, elle ne date pas d'hier. Et on vous propose de faire une petite plongée, un petit retour vers le futur, pour faire un petit point historique. Donc Ayette, je crois que tu as une figure mathématique qui a grandement influencé l'informatique à nous présenter. Oui, je connais une, mais je pense que tout le monde la connaît ici, puisque je veux parler d'Ada Lovelace. Ada Lovelace, c'est une mathématicienne britannique du 19e siècle qui est considérée comme la pionnière de l'informatique. En raison de son travail avec Charles Babbage sur l'ordinateur analytique, il est considéré comme le premier ordinateur programmable de l'histoire. Elle a aussi travaillé sur le premier programme informatique, c'est un algorithme qui permet de calculer le nombre de Bernoulli, juste un rappel pour quelques-uns ou une information pour d'autres. Les nombres de Bernoulli sont ensuite des nombres rationnels qui sont utilisés dans l'analyse des séries. Elle a aussi travaillé sur la manipulation des symboles mathématiques tels que les boucles, les conditions, le stockage des données, qui sont des concepts très révolutionnaires pour l'époque, mais c'est quand à la base de l'informatique moderne qu'on connaît aujourd'hui. Et toi, Samira, connais-tu une physicienne ou un physicien qui a contribué fortement à l'évolution de l'informatique? Oui, mais la mienne, elle est beaucoup moins connue, je crois. Il s'agit de Chen Shungu, qui est une sino-américaine. C'était une chercheuse dans le domaine de la physique des particules, et on la considérait vraiment comme une physicienne révolutionnaire au XXe siècle. Elle a mené de nombreuses expériences, dont l'une qui porte son nom, l'expérience Wu, qui date de 1956, où elle a réussi à contrecarrer une théorie qu'on pensait vraie au sujet des interactions faibles des particules. Donc c'est vraiment les interactions très fortes au sein des molécules. Ces recherches, du coup, ont permis des avancées importantes dans le domaine de la physique des particules, forcément, mais elles ont irrigué également toute la compréhension qu'on avait dans le domaine de la physique fondamentale. Et ça a impacté par la suite, du coup, l'informatique également. Dans le domaine de l'informatique, ce qu'on a pu voir, c'est des évolutions dans les dispositifs électroniques qui composent par la suite les ordinateurs, et aussi une meilleure compréhension des phénomènes quantiques. Donc quantique qui vient de la physique quantique. Là aussi, on est dans l'infiniment petit. On est dans des interactions qui permettent de décupler les capacités, notamment des ordinateurs. Et ça a ouvert le champ à un tas d'innovations. Et justement, en parlant d'innovation, je vous propose de refaire un bond dans le temps pour nous projeter dans l'ère contemporaine et revenir sur quelques-unes des innovations qui ont été permises par l'interconnexion entre les sciences et l'informatique. Alors, il y en avait un tas, et avec Ayette, on est revenu sur 3 d'entre elles. Donc, l'ordinateur quantique, les réseaux neuronaux et la modélisation climatique. Pour l'ordinateur quantique, comme je viens d'en parler au sujet du Dr Wu, l'idée c'est de calculer de manière beaucoup plus rapide des phénomènes et des calculs assez complexes qu'on ne pourrait pas faire avec un ordinateur classique. De manière assez synthétique, aujourd'hui les ordinateurs classiques, dans les ordinateurs classiques on utilise des bits, donc qui codent pour des 0 ou des 1, je vous apprends rien. Dans l'ordinateur quantique, du coup, on a ce qu'on appelle des qubits, des quantum bits, qui sont plutôt représentés sous forme sphérique parce qu'ils peuvent prendre simultanément 2 valeurs, le 0 et le 1, ou une certaine part d'une valeur entre 0 et 1. Ce qui veut dire que du coup, les processeurs quantiques, qui sont par exemple équipés de n cubiques, vont pouvoir gérer 2 puissance n informations de manière simultanée. Et ça, c'est carrément révolutionnaire. Si je prends l'exemple du labyrinthe qui est en dessous, dans un ordinateur classique, si vous lui demandez de calculer quel est le chemin le plus court et de vous sortir un résultat, il va clairement essayer essayer tous les chemins. Chacun des chemins, il va les tester les uns après les autres avant de vous sortir un résultat. Dans l'ordinateur quantique, on va avoir la possibilité de tester l'ensemble des chemins de manière simultanée. Et ça, du coup, on comprend bien l'impact en termes de capacité de calcul et de vitesse de calcul. C'est pour ça qu'on a les géants du numérique aujourd'hui, tels que Google, IBM, Amazon, qui sont dans une course effrénée sur ces recherches-là, qui essaient de développer leurs propres solutions
pour les fournir du coup aux entreprises pour le moment. On a aussi de la recherche publique dans le domaine, hein, que ce soit en France, en Europe, aux États-Unis ou en Chine. Donc on est vraiment dans ces recherches-là qui avancent petit à petit, mais qui, si elles venaient réellement aboutir, pourraient clairement révolutionner la phase de l'informatique et d'un tas de domaines type la médecine, l'aéronautique, l'automobile, le domaine pharmaceutique. Enfin, vraiment, ça permettrait de résoudre un tas de problèmes complexes. Et je passe la parole à Ayette au sujet des réseaux neuronaux. Les réseaux neuronaux sont la base de l'intelligence artificielle qu'on connaît aujourd'hui. Et l'intelligence artificielle, les réseaux neuronaux sont inspirés de fonctionnement de cerveau humain. Grâce à l'apprentissage automatique, ils peuvent analyser des données complexes et effectuer des tâches variées telles que la classification, l'analyse, le traitement des langages, le traitement d'images et autres. Les réseaux neuronaux sont conçus d'une manière à ce qu'on lui soumet une entrée X et on obtient une sortie Y. Cette sortie-là, elle est souvent sous forme de probabilité. Tant que la probabilité s'approche de 100%, tant que le résultat est plus fiable. Elles sont conçues, elles ont une architecture sous forme de couches. Chaque couche, elle reçoit une information de la couche précédente, elle la renvoie à la couche suivante, après traitement bien sûr, et ainsi de suite. Cette architecture itérative, elle permet d'affiner le résultat jusqu'à l'obtention d'un résultat qui est plus fiable, plus précis, qui va nous permettre de faire par exemple la classification et autres tâches. Je reprends la main du coup pour vous présenter la modélisation climatique. Donc là, il est question de simuler le système climatique terrestre et le but, c'est de comprendre les phénomènes qui se passent à l'échelle du globe, mais aussi d'essayer de prédire des tendances au niveau du climat. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des programmes informatiques extrêmement sophistiqués et très complexes qui englobent notre compréhension globale du système climatique et terrestre. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va découper le globe en latitude, longitude, profondeur, altitude. On va aussi mettre un pas de temps, donc ça va créer des sortes de cellules, et on va mettre un pas de temps de 15 à 30 minutes. Donc dans chacune des cellules, on va essayer de comprendre quelles sont les interactions très complexes qu'il y a entre l'atmosphère, l'océan, la surface terrestre, les échanges physico-chimiques qui peuvent exister également. Donc c'est vraiment un grand nombre de paramètres et de variables à prendre en compte. Et c'est pour ça qu'il faut des programmes vraiment ultra puissants. Du coup, à l'échelle d'une cellule, on peut essayer de reproduire le comportement climatique. Et si on additionne en fait le comportement des cellules adjacentes, on pourra avoir l'état ou l'évolution du climat à l'échelle d'une région, d'un État ou plus globalement d'un continent, voire du globe. Vous avez deux exemples ici en bas à ce sujet. Donc à gauche, vous avez une modélisation où on essaye de simuler le comportement climatique terrestre en se disant qu'on maîtrise nos émissions de gaz à effet de serre. Et sur la droite, vous avez l'inverse, enfin l'état actuel, on va dire, de la simulation, où là, par contre, on laisse dériver nos émissions de gaz à effet de serre. Et vous voyez du coup l'impact en termes d'augmentation de température. Donc c'est clairement pas très positif. Mais ce sont ce type de simulations qui sont utilisées par les experts du GIEC, le groupement international des experts sur le climat, qui sont chargés d'émettre des recommandations en termes de prévention du réchauffement climatique. Bon, pour l'instant, c'est pas très suivi, mais ça, c'est un autre débat. Après ce petit point sur les évolutions contemporaines, on plonge un peu vers l'avenir pour voir un peu quels sont les défis, les opportunités et les challenges auxquels font face l'informatique et les sciences de manière générale. Là aussi, on a choisi 3 thématiques. Kayette va vous présenter. On a choisi l'innovation en algorithmie et logiciels, l'avancée en IA et en apprentissage automatique et la simulation avancée. Pour l'innovation en algorithmie et en logiciel, dans les sciences, elle se base sur des concepts clés qui améliorent la précision dans les modélisations, les simulations et l'analyse de données.
J'ai choisi de vous parler en fait d'un exemple qui fait en sorte que toutes ces techniques-là se coïncident, merci, qui se coïncident, qui est le Large Hadron Collider. En fait, le Large Hadron Collider est un accélérateur de particules. Avec ça, on peut observer en fait de la collision des particules à une grande vitesse qui va permettre d'étudier les lois fondamentales de la physique. On sait que ce projet-là nous permet d'avoir des données massives, arrivant jusqu'à 60 pétaoctets de données par an. Et donc, ces données-là, on doit les analyser, on doit les traiter. Et après traitement, on peut valider ou invalider une supposition de départ. En fait, les chercheurs vont faire une supposition de départ avec un modèle, une simulation. Et après traitement de données, on peut valider ou invalider leur simulation et leur modèle. L'avancée en IA, en apprentissage automatique, se pose en fait sur des algorithmes puissants et une puissance de calcul. On sait tous que l'intelligence artificielle, ces dernières années, elle a fait un bond exceptionnel et elle a permis des innovations dans plusieurs domaines tels que le transport, la finance ou le médical. J'ai choisi de vous parler juste sur le médical. En fait, l'intelligence artificielle dans le domaine médical, elle permettra dans l'avenir des innovations considérables en analysant des données telles que l'imagerie médicale, telles que des données génétiques et autres, qui vont permettre des diagnostics des maladies telles que le cancer et du coup les soigner plus rapidement et voilà. Et on peut aussi imaginer des traitements personnalisés pour chacun par rapport à la génétique ou à ces données. À ces innovations-là, on pense que c'est une innovation qui va être très importante, qui va permettre à l'humain de vivre plus longtemps avec une bonne santé. Sauf qu'il y a un revers de médaille de ça et on a pensé à l'éthique, c'est-à-dire c'est des données personnelles, c'est des données médicales. Alors on pense que dans l'avenir, il faut penser en même temps à l'éthique dans les sciences et en même temps à l'innovation qui va permettre à l'humain de vivre plus longtemps et en bonne santé. Le dernier point, du coup, c'était les questions de simulation avancée. On a pu voir déjà les questions de modélisation. Et là, l'enjeu, en fait, pour l'avenir, c'est d'avoir des modélisations et des simulations au plus proche possible du réel pour essayer de mieux comprendre les phénomènes qui nous entourent et de trouver potentiellement des solutions à des problèmes complexes auxquels on se pose. Donc on a déjà des champs entiers, des nouveaux champs de recherche, notamment par exemple la dynamique des fluides computationnels, où on regarde comment on fait pour mieux concevoir les véhicules aéronautiques et qui utilisent du coup de la simulation très avancée. On a aussi, pour reprendre l'exemple de l'informatique quantique, la possibilité, plutôt que d'avoir les ressources, d'avoir les bonnes conditions de température pour recréer un ordinateur quantique, d'essayer de simuler le comportement des qubits. Donc c'est ce que vous avez là du coup sur le schéma où on a mis 2 qubits et on a essayé de voir dans quel cas on peut avoir ce qu'on appelle une intrication quantique, c'est-à-dire qu'en fait leur puissance va plus ou moins s'additionner, c'est pas vraiment comme ça mais on va dire ça de manière simple, et donner du coup la plus grande puissance de calcul possible et permettre de résoudre un problème complexe. Donc ce sont des solutions qui permettent des économies d'énergie et aussi de temps et qui sont déjà utilisées dans beaucoup de domaines de recherche, dans beaucoup de laboratoires de recherche de physique. On arrive à notre conclusion. Ce que nous voulions faire passer comme message, Hayat et moi aujourd'hui dans Stock, c'était qu'on voulait expliquer qu'il n'y avait réellement pas de barrière entre les domaines scientifiques et l'informatique, même si quand on est dans l'informatique, on a l'impression que ces domaines-là sont assez éloignés. Comme on l'a présenté, l'interdisciplinarité pour nous, c'est fondamental. On a vu qu'il y avait une croissance exponentielle de 30% par an, et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Il faut que ça continue parce que c'est par la diversité des profils, la diversité des expertises et des expériences qu'on arrivera à mieux comprendre le monde qui nous entoure, à appréhender des phénomènes et aussi à faire face aux défis du monde. Merci.